Qui nomme les courants littéraires? On a vu qu'un courant littéraire, c'est un groupe d'auteurs qui partageaient, dans leurs œuvres, disons, une sensibilité commune. Mais qui décide des noms des courants et de la composition des groupes? Qui décide quand commence et quand se termine un courant littéraire? Les auteurs? Les lecteurs? Quelqu'un d'autre? En fait, c'est une décision d'après-coup, qui a souvent lieu plusieurs dizaines ou centaines d'années après la mort des auteurs et qui n'est pas nécessairement définitive. Les courants sont nommés ou décidés par des spécialistes de la littérature, souvent des historiens ou des professeurs dans des universités ou des académies. C'est quoi ça? C'est pas l'image qu'on s'était dit qu'on allait garder. Ça fait perpétuer les pires préjugés sur les gens qui portent des lunettes et qui aiment lire. On s'était dit que pour une fois, on garderait une image plus réaliste des profs de littérature. Ah, parfait, merci. Continuons. Après avoir analysé les œuvres de l'époque, les spécialistes font des regroupements et classent les auteurs dans différents courants selon les caractéristiques des œuvres et la vision du monde qu'elles projettent. Ça aura au moins 4 conséquences pour nous. Numéro 1. Les limites d'un courant, donc sa date de début ou de fin, peuvent varier ou même être floues. Certains courants sont liés à des événements historiques, comme le dadaïsme et la Première Guerre mondiale, d'autres à une œuvre particulièrement révolutionnaire, comme le refus global au Québec. Les spécialistes ne s'entendent pas toujours sur le moment de la naissance ou de la mort d'un courant parce qu'il y a rarement un seul événement ou une seule œuvre qui fonde un courant d'un coup sec. Numéro 2. Les spécialistes ne s'entendent pas toujours non plus sur la place de certains auteurs. Au 18e siècle, par exemple, Jean-Jacques Rousseau est souvent présenté comme un philosophe du siècle des Lumières, mais aussi comme un précurseur du romantisme, ou les deux en même temps, puisque son œuvre présente des qualités qui la rapprochent d'un courant ou l'autre. Numéro 3. Certains écrivains ont eux-mêmes lancé leur propre groupe. On va appeler ça une école littéraire, comme les romantiques par exemple. Le nom du courant littéraire, officialisé plus tard par les professeurs, est donc parfois le même que celui de l'école. Par contre, certains auteurs sont classés dans des courants littéraires dont eux-mêmes ignoraient le nom. Par exemple, Charles Baudelaire, un poète du 19e siècle, est considéré comme le premier symboliste, mais lui-même n'a jamais entendu parler de ce mot-là. En effet, le symbolisme a seulement été inventé 20 ans après sa mort. Numéro 4. Il faut donc faire très attention à l'utilisation que l'on fait des courants lorsqu'on analyse une œuvre. Il faut surtout fonctionner par induction et non par déduction. Par exemple, on ne peut pas dire que, parce qu'il est un symboliste, Baudelaire traite le thème du mal ou de l'interdit. Comme je l'ai dit, Baudelaire ne savait même pas lui-même qu'il est un symboliste. Le mot n'existait pas. C'est donc une déduction erronée. On parle d'une règle générale, ici les caractéristiques du courant, pour en arriver à l'œuvre concrète. Le danger de cela, ce serait entre autres de vouloir attribuer toutes les caractéristiques d'un courant à une œuvre ou à un auteur, ce qui n'est pas toujours le cas. Ou pire, réduit l'œuvre elle-même à sa simple adéquation avec le courant. C'est préférable, comme Sherlock Holmes, de fonctionner par induction. Comme un détective, on cherche des indices, d'où le mot induction, dans l'œuvre pour identifier des traces du courant littéraire. C'est ce que font en fait les historiens de la littérature pour, en quelque sorte, établir les périodes et les caractéristiques de chaque courant. Enfin, la chose la plus importante dont il faut se rappeler, c'est que l'analyse d'une œuvre, le plaisir d'en extraire toute la substantifique moelle, dirait Rabelais, c'est beaucoup plus que de simplement la classer dans le bon courant littéraire.